qui ont un certain taux vibratoire. D'abord pour la protection de l'âme, pour la protection psychologique de l'âme, aussi pour l'élévation de sa conscience mentale, pour le changement vibratoire de son corps mental. Il y a beaucoup d'informations que vous pourrez pas avoir directement par télépathie. Il va falloir qu'elles soient canalisées par une forme d'écriture. Pourquoi? Pour empêcher que le corps mental soit trop mis en vibration. Vous autres, là, pour le moment, probablement, vous pensez que c'est bien intéressant, communiquer avec les autres clans, C'est pas comme ça que ça marche. Communiquer avec les autres clans, tant qu'on n'est pas très, très habitué, que l'ego est pas rendu très, très transparent, qu'on n'a pas une conscience très objective de la relation entre notre moi et ces plans-là, ça peut être très, très fatigant. Parce que le moi planétaire est toujours testé, il est toujours amené à ses limites psychologiques. Il est toujours amené à vérifier jusqu'à quel point il est libre de la conscience de la race. Donc, à partir du moment où l'homme vient en contact avec le plan mental ou des entités du mental, ou appelez ça comme vous voulez, à partir du moment où l'homme vient en contact avec des intelligences systémiques, il doit se protéger du caractère invasif de cette relation-là. Et c'est dans ce sens-là que l'écriture automatique est utile. Mais ça va prendre un certain temps avant que l'homme puisse faire de l'écriture automatique créativement. Parce que son corps mental ne sera pas ajusté à sa fonction psychomotrice, dans le sens qu'il n'aura pas été suffisamment transmuté au niveau de ses corps subtils pour pouvoir canaliser directement l'information et ne pas porter atteinte psychologique subjective à l'information. Donc, il y a un travail qui se fait, il y a un travail qui devra se faire. Puis ça peut durer des années de temps. La raison pour laquelle je veux parler de l'écriture automatique, c'est parce que je veux faire comprendre que l'écriture automatique auquel on a été habitué pendant l'évolution, c'est une énergie astrale. Alors que l'écriture automatique dont je parle au cours de l'évolution, ça sera une énergie mentale. C'est l'énergie mentale qui sera la force derrière ce mouvement-là, et non pas une entité dans le monde de la mort. Et la différence est importante, parce que si vous avez de l'écriture automatique qui est le résultat de l'activité d'une entité astrale, c'est de la connerie que vous allez avoir sur le papier. Parce que l'astral, c'est un plan qui constamment tend à maintenir l'homme dans une forme quelconque d'ignorance. Donc, pour que l'homme puisse se servir de cette écriture automatique-là, puis finalement faciliter la descente de l'énergie, se reposer l'esprit, et ainsi de suite, il va falloir qu'il soit capable d'intervenir dans la vibration quand il écrit. Autrement dit, quand vous écrivez, vous facilitez le processus de communication télépathique. Mais il faut que vous soyez capable instantanément d'intervenir dans la fabrication du geste, dans l'information qui descend. Sans ça, si vous n'êtes pas capable d'intervenir, vous devenez un outil, vous devenez une extension d'une énergie dans l'invisible qui vous manipule et qui se sert de votre corps physique pour balbutier de l'information. Si les gens étaient capables de faire de l'écriture automatique facilement, dans le sens que je le parle, l'homme pourrait écrire des livres, des bouquins comme la Genèse du réel avec grande facilité dans leur vibration, selon leur propre rayon, et on accéderait à de l'information de par le monde extraordinaire concernant l'évolution de la psychologie évolutionnaire ou la nature des plans, parce que chaque individu est un cristal, chaque individu est une lumière, chaque individu a une relation avec l'invisible qui est totalement différente de l'autre, même si foncièrement ces relations-là sont universelles et uniquement réunies.
Mais pour pouvoir écrire, donc rendre service à l'humanité, informer l'homme, faut qu'on soit capable, quand on écrit, d'être le juge et le critique et l'éditeur de ce qui est écrit. Mais si on n'a pas contact mental à deux sens, et qu'on n'est pas capable d'injecter dans ce rapport-là notre propre conscience, à ce moment-là, on ne peut pas corriger l'information. On ne peut pas l'éditer, l'information. On ne peut pas l'ajuster, l'information. Et surtout, on est incapable d'en éliminer les courants spirituels. Et si vous n'êtes pas capable, dans le temps, d'écrire des livres qui sont libres de toute trace spirituelle, vous ne serez pas capable de rentrer dans les mystères et d'expliquer à l'homme la genèse systémique de son évolution, l'origine des systèmes et l'évolution des grandes forces dans l'univers, puis des mondes parallèles qui sont responsables pour l'évolution des vagues de vie, des systèmes de vie, puis des gouvernements qui existent dans l'univers entier. Donc, vous ne serez pas capable d'accéder au mystère. Donc, vous serez encore vicié par le besoin qui dure depuis des millénaires de poser les questions puis de ne pas avoir de réponses. Pendant l'évolution, on a cru poser les questions et on a attendu les réponses. Dans l'évolution, on créera les réponses. Point final. Avoir des questions, c'est symptomatique. C'est symptomatique de notre impuissance à la source. Avoir une question, c'est symptomatique de l'impuissance à la source. Un homme qui est en puissance à la source n'a pas de question, il y a rien de réponse. Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD en logique pour ça. Avoir des questions, c'est symptomatique de l'impuissance à la source. Donc, avoir des questions, ça réfléchit, ça indique, ça témoigne de notre conscience évolutive. Alors que créer des réponses. Puis c'est pas pour rien que j'emploie le terme créer des réponses au lieu que de simplement donner des réponses. Créer des réponses, ça veut dire éditer le matériel qui nous vient par télépathie. Éliminer de ce matériel-là les petits courants subtils astraux qui spiritualisent la conscience et qui nous empêchent, en tant qu'être intelligent, de participer créativement à la structuration de la connaissance, c'est-à-dire au développement d'une science systémique qui peut expliquer tous les plans, tous les sous-plans. Investiguer les structures gouvernementales qui s'occupent de l'évolution des systèmes de vie, des formes de vie, des intelligences et des consciences, donc des vagues de vie qui font partie du phénomène unique dans notre galaxie de ce qu'on appelle la conscience vivante. Il faut que l'homme soit capable de créer les réponses. Mais créer les réponses, ça implique, pour l'être humain de l'évolution, une capacité d'éditer l'information qui passe dans son canal quand il est mis en vibration et qu'il est en contact télépathique avec les plans. Si l'homme n'est pas capable d'éditer l'information, l'homme à ce moment-là est simplement un outil de l'invisible et à ce moment-là, il est possiblement un outil de l'invisible astral, donc il est en communication avec le monde de la mort, donc il est en communication avec des âmes qui sont désincarnées, qui représentent simplement des humains qui étaient vivants dans une autre vie, donc il est en communication avec des plans de conscience qui sont aussi sans dessein que nous autres. Donc l'édition de l'information, de l'information télépathique, de l'information qui vous vient dans le mental lorsque vous êtes en vibration, ça fait partie de la capacité de l'homme d'établir les bornes du réel
en fonction de la vibration qu'il a, dans la mesure où cette vibration-là est totalement mentale. Un homme qui a une vibration mentale, qui n'est pas astralisée, est aussi efficace psychiquement, électriquement, intelligemment, qu'une entité qui est sur un autre plan, qui n'a pas de corps matériel, mais qui fait partie des vagues de vie. Comprenez-vous ça? Une intelligence humaine dans un corps matériel qui est capable d'éditer l'information, c'est-à-dire ne pas colorer astralement la communication qui est établie entre lui et le plan mental, il est aussi avisé dans la construction des systèmes de connaissances, donc dans le savoir, qu'une intelligence qui est sur un autre plan, avec la seule distinction qu'il n'a pas, pour le moment, le véhicule nécessaire pour observer la qualité précise de cette information-là. Je vous donne un exemple. Disons qu'on discute des éternels. Bon, là, je suis dans une salle d'un corps physique. C'est évident que je ne les vois pas, les éternels. Par contre, si je suis dans le mental et que j'édite la vibration, quand je la parle, parce que j'ai pas besoin de la recevoir, là, je suis trop habitué, quand je la parle, si je l'édite, c'est-à-dire, si je suis suffisamment conscient pour la désastraliser instantanément au fur et à mesure que je parle, à ce moment-là, je suis capable de vous définir qu'est-ce que c'est un éternel. Quel est leur rôle. Puis je vais vous le faire là, pour vous donner un exemple. Et à ce moment-là, si j'ai à vérifier ce que je dis, j'ai simplement à sortir de mon corps physique, aller à la conscience morontielle, puis venir en contact avec ces intelligences-là qu'on appelle des éternels, pour finalement établir un lien morontiel, télépathique, sur les plans systémiques qui font partie de l'évolution. Ce que l'homme doit comprendre, ce que l'homme n'a jamais saisi pendant l'évolution, c'est qu'il n'était pas aussi loin que de l'invisible qu'il pensait. La seule raison qu'il était loin de l'invisible, c'est parce qu'il n'était pas capable d'éditer sa pensée. Et l'homme devra en arriver un jour à éditer sa pensée. C'est-à-dire, éliminer les aspects astraux de sa conscience évolutive. Les éliminer complètement pour ne vivre temporairement que dans les aspects architecturaux de son mental. Donc, c'est quoi un éternel? Un éternel, c'est ce que tu peux dire de lui. Donc, quand tu définis un éternel, la définition est en fonction de ta propre éternité, est en fonction de ta propre infinité, donc est en fonction de ton propre rayon, donc est en fonction de ta propre conscience mentale. Quand je parle de conscience mentale, je parle d'une conscience qui n'est pas astralisée puis qui n'est pas conditionnée par la mémoire de la race. Donc, les éternels, ils vont être ce que je veux qu'ils soient. Donc, si je décide de prendre un crayon pour faciliter la distribution de l'information, je peux dire, bon, ben, un éternel, c'est une entité qui est intelligente, qui a une forme, qui n'a pas de corps matériel, qui est sur le plan morontiel, qui est sur le plan systémique, et dont le travail fondamental est d'établir des relations ordonnées entre les catégories d'intelligence systémique qui s'occupent de la distribution du pouvoir et de la pensée dans l'univers local. Ça, c'est une de leurs jobs. C'est évident que quand tu es rendu à un certain point d'étude dans les mystères, tu n'as plus besoin de vérifier ce que tu dis, parce que tu n'es plus prisonnier du vrai et du faux. D'ailleurs, c'est une des conditions fondamentales de la psychologie évolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on a été piégé pendant l'évolution? C'est parce que les systèmes religieux et philosophiques ont basé la conscience de l'homme sur le vrai et le faux, donc on a voulu atteindre la vérité. En voulant atteindre la vérité, on a été piégé par le mensonge, donc on a polarisé notre mental, et en polarisant notre mental, on a été incapable de diviser notre rayon, donc s'actualiser créativement dans un mode de conscience télépathique. Donc on est obligé de réfléchir comme saint Thomas d'Aquin, mais on n'a jamais été capable, en tant qu'être, d'établir les normes volontairement et les limites infinies d'une conscience créative qui est capable de dicter ce qui existe dans l'invisible à partir du moment où l'homme n'est plus régi par les lois de la mort. Fait que si je vais aller plus loin dans
la définition des éternels. C'est quoi un éternel? Un éternel, c'est un être qui a la capacité, à cause de sa très grande vitesse et de sa grande immobilité, c'est-à-dire sa capacité d'exister en dehors des temps systémiques, c'est un être qui a la capacité de créer à volonté dans l'intelligence des vies, en évolution dans le système local, comme l'univers local, créer ce qu'on appelle une conscience. La job des éternels, c'est de créer le phénomène de la conscience. Mais c'est quoi le phénomène de la conscience? Ça revient à un être conscient de pouvoir définir qu'est-ce que c'est le phénomène de la conscience. Une lumière, ça devrait être capable de définir sa réalité. Une lumière, ça devrait être capable de définir son mouvement. Une lumière, ça devrait être capable de définir sa programmation. Une lumière, ça devrait être capable de définir son origine, si elle n'a pas peur d'être éteinte ou de se perdre dans son origine. Si une lumière a peur de se confondre ou d'être confondue dans son origine, elle cesse d'être lumière, elle devient un égo planétaire. Donc à ce moment-là, elle n'est plus capable d'expliquer la fonction de l'éternel ou de rentrer dans l'étude des mystères. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc un éternel, c'est une intelligence qui a la capacité de créer une pulsation dans un univers local qui crée de la conscience, donc de faire vibrer une lumière particulière dans un univers local, une lumière tellement haute en vibration qu'elle est capable de pénétrer dans toutes les couches de conscience créées depuis le début de la création. Ça veut dire le monde minéral, végétal, plantaire et humain et supra-humain. C'est ça la job d'un éternel. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Parce que ça fait partie des constantes universelles, absolues, qui distribuent absolument une énergie pour le bénéfice absolu d'une conscience qui a le droit absolu de revenir à la source. C'est le rôle des éternels et c'est le but final de l'évolution et c'est finalement le droit des hommes sur notre planète ou dans d'autres mondes de revenir à la source. Là, il y en a qui vont dire, bon, ben, si on revient à la source, il n'y aura plus de mouvement, ça va être plate, on va s'ennuyer. C'est un petit peu comme quand on était jeune. Qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'on aille au ciel, ça va être plate? On va être là pour tout le temps. Si on va en enfer, ça va être terrible, on va brûler tout le temps. Donc, il y a des concepts psychologiques qui font partie du moi planétaire, qui font partie des limites de la conscience de la race, parce que l'homme n'est pas capable de sortir en conscience morontielle. Il y a des limites psychologiques qui font en sorte que l'homme, en tant qu'être pensant, est pas capable d'infléchir dans sa conscience le genou de son infinité, parce qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en vibration sa lumière. Puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en vibration sa lumière? Parce qu'il a peur de savoir. On a toute peur de savoir, parce qu'on a toute l'impression qu'on sait rien, alors que l'homme est lumière, alors que l'homme a accès à ça. Mais pour que l'homme puisse découvrir les mystères, rentrer dans les archives et finalement dévoiler à l'humanité la merveilleuse orchestration de tout ce mouvement cosmique-là qu'on appelle la création, faut que l'homme soit capable, dans l'instantané, de passer de sa personnalité à sa personne, de passer de la pensée qui réfléchit à la pensée qui crée, c'est-à-dire d'être capable et de vouloir établir par lui-même les normes, les limites du savoir dont il a besoin pour explorer dans le temps où il est les infinités qui existent. Il faut que ce soit nous autres, en tant qu'individus, qui disent, bon ben là, on est en 1995, c'est assez les conneries, là, la Vierge qui apparaît à gauche pas à droite, là, c'est quoi cette crise d'affaires-là? Ben c'est telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Si l'homme n'est pas capable d'établir les limites du phénomène, parce que l'homme a la crainte d'être dans l'erreur, parce que l'homme est prisonnier de la polarité du vrai et du faux, à ce moment-là, l'homme n'a pas de conscience mentale, il a simplement une conscience réfléchie et il sera incapable de rentrer dans les mystères, donc il sera incapable de créer un lien entre son âme, qui est la mémoire, la totalité de sa mémoire, et la source, donc de développer une conscience morontielle. Donc c'est évident que l'homme, quand il va mourir, il va aller sur l'astral. Il va aller vers la lumière du nord au lieu d'aller vers la lumière du sud systémique, parce que
Si l'homme n'est pas capable d'identifier la lumière du sud systémique quand il meurt, il est fait à l'os parce que quand il rencontre la lumière du nord systémique, tout ce qu'il pense, c'est que c'est le bon Dieu, que c'est une divinité, puis c'est pas ça, c'est simplement une soucoupe volante qui est très très loin dans le cosmos, très loin de lui sur le plan astral, et qui le magnétise et qui l'attire à elle. Alors que l'homme, quand il ira dans le monde de la mort, sur le plan morontiel, et qu'il verra la lumière, la lumière, ce sera la lumière du nord, du sud systémique. Et quand l'homme verra la lumière du nord, du sud systémique, au lieu d'être attiré par elle, comme il le fait quand il meurt en conscience astrale, c'est la lumière systémique qui viendra vers lui. Et quand la lumière systémique viendra vers l'homme, à ce moment-là, il verra, quand elle se rapprochera, que c'est un immense vaisseau volant qui fait partie des vaisseaux séraphiques. L'homme pourra rentrer dedans et commencer à voyager. Mais c'est quoi l'affaire? Il va falloir que l'homme, un jour, en arrive à pouvoir démystifier sa conscience. Ça fait partie du rôle, de la fonction et du but éventuel de la psychologie évolutionnaire. Si l'homme n'est pas capable de démystifier sa conscience, l'homme va toujours demeurer prisonnier de la mémoire de la race. Quand Shakespeare disait « il y a plus dans l'invisible que toute l'imagination des hommes », c'est ça que ça voulait dire. Il y a plus dans l'univers local, dans les mondes parallèles, dans les univers parallèles. Il y a plus que tout ce que l'homme peut imaginer sur le plan matériel, alors qu'il est prisonnier de son moi planétaire. Donc l'homme aura besoin d'une psychologie évolutionnaire. Donc, c'est évident que dans l'évolution d'une conscience vers une psychologie évolutionnaire qui sera le highway de l'homme, qui l'amènera finalement à son fameux Internet personnel, l'homme sera capable éventuellement d'expliquer, de découvrir les mystères. Et rendu à ce point-là, l'homme sera suffisamment évolué qu'il n'aura plus besoin d'aller vers la mort astrale, il pourra aller vers la mort morontielle, l'homme pourra garder sa personnalité, l'homme pourra garder son identité, l'homme sera en contact avec sa source, alors qu'il ne l'est pas quand il meurt, et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à voyager dans l'univers local et commencer à développer des civilisations qui sont d'un autre ordre, mais qui n'existent pas aujourd'hui, parce que le lien a été rompu lorsque l'homme est devenu un membre de la race adamique. Donc, la destruction de la fascination, la destruction de la mystification, c'est le début du développement de la psychologie évolutionnaire. Un homme qui est moindrement fasciné, fascinable, mystifié, mystifiable, magnétisé, magnétisable, ne peut pas avoir d'idée de ce que c'est une psychologie évolutionnaire. Parce qu'il n'est pas capable de réaliser que sa conscience, c'est une force, c'est une puissance créative qui est libre de son corps matériel. Elle est libre de son corps matériel. Elle est connectée à son corps matériel à cause de l'âme, mais elle est libre de son corps matériel. Les parois de notre existence sont la spatio-temporalité. Les parois de notre réalité sont infinies. La conscience évolutionnaire permettra à l'homme de réaliser que les parois de sa réalité sont infinies, et tant que l'homme sera assujetti aux parois de son existence, l'homme sera régi par les lois de la spatio-temporalité, donc il sera régi par les lois de la conscience de la race, donc il y aura un ego réflectif, il y aura une conscience psychologique, il y aura un moi qui pense, il y aura un moi qui fondera sa réalité sur le principe du jeu, parce que l'homme voudra conserver son libre arbitre, alors que le libre arbitre est simplement une façon de le garder dans l'ignorance. Quand l'homme sera libre, l'homme dictera, de par sa conscience, aux autres consciences, les bornes de l'infinité, c'est-à-dire les territoires à investiguer pour le développement de sa conscience et des autres consciences. On n'a pas besoin de savoir plus que ce qu'on a besoin de savoir. C'est inutile pour l'homme aujourd'hui, dans le temps où il est, de savoir, par exemple, qu'un atome matériel, dans le monde matériel, c'est la projection très très rapide dans l'univers local
d'un éternel qui existe dans un univers parallèle à l'univers local. Donc, un atome dans notre monde, c'est la projection à partir d'un autre univers parallèle, dans un autre super-univers à côté du nôtre, d'un éternel dans ces univers-là, d'une énergie qui devient pour nous autres fracassante, un bloc de construction. Les univers sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc, si je vous le montre un petit peu au tableau, les univers sont des cercles concentriques. Si on est dans cet univers-là, qui a un taux vibratoire, vous avez un éternel dans cet univers-là, qui est dans un autre monde par rapport au nôtre, qui est déjà très vaste, qui instantanément, à cause de sa capacité de manifester l'énergie, crée dans notre univers local des états de conscience minéralisés qu'on appelle l'atome. Donc le phénomène de l'atome minéralisé, qu'on appelle la matière dans notre univers, c'est une condition universelle chez nous, mais ce n'est pas une condition universelle dans le cosmos universel. C'est ça qui explique l'invisibilité des autres mondes. Comprenez-vous ce que je dis? C'est simple. C'est très simple. C'est dur à aller chercher, mais c'est simple. Et c'est évident, parce qu'un jour, il y a des questions fondamentales qu'il va falloir, comme on dit en anglais, we're going to have to put these questions to rest. Un jour, il va falloir que l'homme, qui est un être lumière, commence à utiliser sa lumière comme les éternels utilisent leur lumière. Donc, les éternels utilisent la lumière, leur lumière, pour créer dans des mondes à l'extérieur des leurs des minéralisations. Et il va falloir que l'homme, un jour, utilise sa lumière pour créer dans son monde, en fonction de son monde, de la minéralisation. Quand l'homme établit que telle chose est telle chose, que telle chose est telle chose, il fait exactement ce que les éternels font. Il prend l'énergie de la lumière et il la minéralise, c'est-à-dire qu'il lui donne, par appointement, une certaine stabilité. C'est ça de la création. Donc, un homme qui crée, c'est un être qui a une conscience. Un être qui a une conscience crée ne peut pas faire autrement. Et à ce moment-là, il est libre de penser, parce que penser, c'est un état de conscience déminéralisé. Alors que créer, établir, confondre la pensée, confondre la mémoire de la race, qui fait partie de l'expérience de l'âme, mais qui n'a rien à voir avec le pouvoir de l'esprit, c'est simplement être un être involutif, avec une conscience planétaire, mais ça n'a rien à voir avec l'âme, qui est un être cosmique, avec la lumière, qui est la source de sa puissance. Donc, si notre univers est une minéralisation créée par un éternel dans un univers à côté, ça veut dire qu'il y a des mondes, puis ça, c'est simplement un univers, puis il y en a d'autres, puis il y en a 7 super-univers, un à côté de l'autre, puis au centre de ça, vous avez ce qu'on appelle un île du paradis, c'est-à-dire un centre cosmique qui a aucun temps et aucun espace, un centre qui est tellement vibrant que toute l'énergie dans les univers vient de ce centre-là. Et pourquoi est-ce que l'énergie vient de ce centre-là? Parce que pour que l'énergie existe, il faut que l'espace et le temps disparaissent. Ça, c'est le premier niveau de ce que vous appelez Dieu. Après ça, là-dedans, il y en a d'autres. Il y a 7 niveaux de Dieu. Donc, vous avez des alephes là-dedans, ainsi de suite. Ben, on n'est pas équipés, nous autres, les hommes, pour fouiner là-dedans, mais il y a des intelligences, il y a des êtres, il y a dans l'univers local, sur différents plans, qui sont équipés pour aller fouiner comme des abeilles dans ces colonnes d'énergie-là, puis étudier ce qu'on appelle le phénomène de Dieu. Mais il faut commencer à arrêter de penser que Dieu, c'est un gars avec une barbe.
La raison que je fais cet exercice-là, c'est simplement pour vous faire comprendre, une fois pour toutes, que la psychologie évolutionnaire de l'âme, c'est le début, ou ça sera le début, sur la Terre, du développement de ce que j'appelle l'individualisation de la conscience. C'est-à-dire le retour à la source de l'âme et la prise de contrôle sur sa propre énergie. Quand l'homme va pouvoir défaire la mémoire de la race à laquelle il appartient, qui constitue la fondation psychologique de son moi planétaire, l'homme va commencer à prendre le contrôle sur son énergie et éventuellement l'homme va être très très habitué à manipuler cette énergie-là et éventuellement il va en arriver à pouvoir passer d'une conscience matérielle à une conscience morontielle et c'est là que l'homme finalement sera ce qu'il a toujours dû être, c'est-à-dire un être cosmique, c'est-à-dire un être qui a accès aux autres mondes, aux autres plans et aux autres civilisations. Il faut que l'homme arrête d'être un éberlu, ou il faut qu'il arrête aussi d'être magnétisé, spiritualisé, dominé astralement, pour en arriver à contrôler la pulsion de cette énergie-là, dont il est essentiellement en potentiel le maître, mais dont il a été essentiellement pendant l'évolution la victime. L'homme ne peut pas vivre indéfiniment des énergies de son âme. On ne peut pas être indéfiniment de l'âme qui retourne à la mort puis qui revient par une incarnation. L'homme doit devenir un jour un partenaire dans la relation entre l'âme et l'esprit. L'âme doit être simplement le véhicule énergétique de sa conscience planétaire, mais son esprit doit devenir la force de frappe de sa lumière sur le plan matériel ou sur les autres plans pour qu'il y ait finalement fusion, c'est-à-dire unité de l'homme et finalement conscientisation de son être et éventuellement morontialisation de sa conscience. Pour que l'homme se découvre. Qu'est-ce que c'est l'homme? On se pose la question d'où ce qu'on vient, ce qu'on est, ce qu'on s'en va. Il est temps que l'homme en arrive un jour à résoudre ces questions fondamentales-là. Il va les résoudre quand il va avoir la puissance de sa conscience. Quand il va pouvoir exercer la puissance de sa conscience. Et il ne pourra pas exercer la puissance de cette conscience-là tant qu'il n'aura pas finalement traité avec le doute fondamental de son ego lorsqu'il fait face à l'ambiguïté et à la polarité du vrai et du faux. Si vous cherchez la vérité, vous êtes fait à l'os. Parce que la vérité n'existe pas dans l'univers puisque tout est en développement, tout est hiérarchisé. Ce qui est vrai dans un temps, c'est plus vrai dans un autre. Donc, ce que l'homme a besoin de comprendre et de savoir, c'est que le réel sous-tend la vérité, que la vérité est temporairement nécessaire pour l'évolution des systèmes de vie inférieurs à cause de la grande nature animale de la race humaine, mais qu'une fois que l'homme a dépassé les bornes de son inconscience involutive, il n'y a plus besoin de la réalité, de la vérité, il est simplement engagé à découvrir le réel, à établir le réel. Et je dis à établir le réel, parce que si vous ne l'établissez pas le réel en tant qu'individu, il y aura simplement un petit nombre d'individus dans le monde qui l'établiront, parce que le réel ne sera jamais établi à partir des tribunes institutionnalisées de la conscience planétaire. Le réel, ça fait toujours partie de l'âme. Qu'il y ait un âme, deux âmes, trois âmes, quatre âmes conscientes sur une planète, c'est absolument suffisant pour l'évolution systémique de ce monde-là. La quantité, c'est pas le problème. La quantité, ça fait partie de l'évolution des âmes. La seule raison pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde sur cette planète-ci, tellement de population, c'est parce que les âmes ont besoin de l'expérience et les âmes sont trop inconscients pour les refuser. Si les hommes étaient suffisamment conscients pour refuser l'expérience, la population des âmes sur la Terre descendrait très très rapidement et il y a beaucoup d'âmes qui iraient évoluer dans d'autres mondes. Mais ça fait partie de l'ignorance de la planète. Puis après ça, vous allez avoir du monde qui vont dire, bon ben, si t'es un enfant, il faut que tu le gardes, là. L'homme est assujetti à la pénétration du plan matériel par les entités astrales, parce que l'homme vit sous les lois de la vérité et du mensonge.
L'homme dit, si tu refuses une incarnation, tu crées un meurtre. Commencez d'abord par savoir quand est-ce que l'incarnation est humaine. Sachez quand est-ce que l'âme s'incarne. Elle s'incarne-tu quand le fœtus a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois? Ou elle s'incarne-tu quand il sort et qu'il commence à respirer? Quand est-ce qu'elle s'incarne? Ça, c'est votre job à le savoir. Quand vous aurez résolu ce problème-là, le reste des problèmes, ça n'existera pas. Mais tant que vous n'aurez pas réussi à résoudre ce problème-là par vous-même, puis à savoir quand est-ce que l'âme rentre, à ce moment-là, vous allez être pris avec le phénomène du vrai et du faux, puis vous allez faire partie de la confrontation politique qui existe aujourd'hui entre les gens qui sont pro-vie et les gens qui sont contre. Entre l'Église qui veut bien des petits, puis la femme moderne qui en a plein de cul. En tout cas, on se reverra une autre fois. C'est des réponses que l'homme doit se trouver par lui-même. Pensez-vous que si ma femme est enceinte par accident, qu'elle ira voir quelqu'un pour lui demander si elle devrait avorter ou non? Il faut que l'homme décide, prenne ses propres décisions. Ça s'en vient de plus en plus dans cette direction-là, mais c'est pas fini. On est réellement assujetti à la mémoire de la race. On est encore au stage d'avoir peur de ne pas pouvoir faire de la peine au petit Jésus. Maudit qu'on est con. Des êtres de 45, 50, 60 ans qui veulent pas faire de la peine au petit Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a mis ça dans la tête que ça existait, le petit Jésus. J'ai rien contre le petit Jésus. Mais je veux pas me faire enculer par le petit Jésus. Je veux pas me faire chier par le petit Jésus. Autrement dit, je veux pas me faire chier par du monde ignorant qui utilise la crainte de l'invisible pour créer sur la terre matérielle une autre sorte de crainte qui est plus dangereuse. C'est évident que je vous parle gras. Puis c'est évident que ça fatigue bien du monde. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes chanceux qu'on soit au Québec puis qu'on a une langue du tonnerre. Une langue qui est capable de faire vibrer, shaker, puis chier bien du monde. Avec un sourire. En France, on ne peut pas faire ça. C'est trop poli. J'ai demandé à quelqu'un une journée, une Française, j'ai dit, c'est quoi le plus haut degré de colère que vous pouvez faire? Oh, elle me répond, elle dit, quand je dis la bordel de Dieu, là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec bordel de Dieu, moi, tabarnak? Moi, j'ai besoin d'un bon tabarnak. Ôte-toi de mon chemin, Christ. Fais-moi pas chier avec tes conneries. Bordel de Dieu. Puis t'as fâché. C'est une grosse affaire pour elle, bordel de Dieu. Fait que, vive le Québec. J'ai pas dit libre. Bon, je t'en ai. Avez-vous des questions? Oui. L'âme, c'est de la mémoire. C'est comme dans un computer. L'âme, c'est de la mémoire. Puis, l'homme découvrira avec le temps que la relation entre sa mémoire et sa lumière crée un phénomène qu'on appelle l'humanité. Le phénomène humain, c'est la relation entre l'âme et la mémoire. On veut dire entre la mémoire et
la lumière. Puis la lumière, c'est la pensée. Si l'homme n'avait pas de pensée, il y aurait de l'âme. Un chien, ça a une âme. Ça a une âme collective, mais ça a une âme. C'est pas parce qu'un être a une âme qu'il est nécessairement un être conscient, un être humain conscient. Pour que l'être humain soit conscient, il faut que, en tant qu'individu, en tant que personnalité, sa lumière, c'est-à-dire que sa pensée, soit amenée à un niveau d'évolution suffisamment avancé pour que l'âme, qui est la mémoire, ne fasse pas de cet être-là ou de ce phénomène-là simplement une expérience. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre d'expérience sur la terre. Il faut qu'il admette l'âme. Mais s'il n'a pas de lumière, s'il n'est pas en conscience mentale, sa pensée est assujettie au courant de l'âme parce que l'âme est en mémoire, crée dans sa pensée de la réflexion. Et cette réflexion-là assujettit son être, crée de la personnalité et sur le plan d'expérience force l'individu à demeurer prisonnier d'un niveau d'ignorance qui est partiel, autrement dit la sienne, ou globale et collective, donc celle de la race. Au fur et à mesure où l'homme va passer de l'involution à l'évolution, au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans une conscience intégrée, sa mémoire, donc tout ce qu'il aura appris, sera sous le contrôle de son esprit. Donc d'une pensée télépathique, d'une pensée vivante. Donc ce qui sera bon dans la mémoire, l'homme l'utilisera. Ce qui sera inutile dans la mémoire, l'homme le retranchera. Et à ce moment-là, au lieu d'être ce qu'on appelle ignorant, l'homme sera dans un processus d'évolution de conscience. Il pourra accéder à des niveaux plus avancés de science, donc de conscience, et son âme ne sera plus, pour lui, une barrière, c'est-à-dire un obstacle à l'intégration de son énergie globale. L'âme, c'est une mémoire. On vient au monde des êtres programmés à cause de la mémoire de l'âme. L'homme se déprogrammera dans le sens que l'homme comprendra sa programmation, pourra traiter créativement avec sa programmation au fur et à mesure où il aura suffisamment d'esprit. Sinon, l'homme est régi par la programmation et il est invité toute sa vie à commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire à vivre de la même façon. C'est ça une programmation. Une programmation, c'est une façon de vivre qui n'est pas altérée consciemment par un être humain. Alors qu'une libération d'une programmation, c'est une capacité de l'homme, éventuellement, de pouvoir altérer cette façon de vivre pour en arriver finalement à manifester créativement sur la Terre la totale de ses composantes, c'est-à-dire son âme et son esprit. Ça, c'est un certain degré de fusion, c'est une certaine fusion, et c'est ça qui fait partie de l'évolution, qui fait partie de son rôle, et qui fait partie de sa destinée en tant qu'être conscient. Oui. L'être va diviser son rayon, donc l'être va diviser le rayon de sa pensée quand il va commencer à prendre conscience que sa pensée vient d'ailleurs, que sa pensée est sujette à une certaine manipulation, que sa pensée est sujette à pouvoir informer, comme elle est sujette à pouvoir désinformer. Donc, au fur et à mesure où l'homme va avancer dans l'évolution de sa conscience, il va réaliser qu'une pensée, pour que ça soit utile, faut que ça soit comme un petit peu la téléphonie. Tu peux parler, mais tu peux recevoir. Mais nous autres, on est assujettis à une situation particulière. On peut recevoir, mais on ne peut pas parler. Fait que c'est une pensée que simplement un rayon, alors que la pensée doit avoir deux rayons. Il y a un rayon qui descend et qui s'en vient vers nous autres, ça nous fait penser, puis il y a un rayon qui part de nous autres et qui s'en va vers la source, qui nous permet de communiquer. Fait qu'à ce moment-là, on n'a plus de la communication à un sens, on a de la communication à deux sens. Ça, c'est de la télépathie universelle. Mais pour ça, il faut que l'homme prenne conscience éventuellement que son je, que son moi planétaire ou que son je, l'invite automatiquement à une prise de conscience limitée, et que le tu doit être intégré
avec son je pour qu'il puisse bénéficier d'une conversation à deux sens. Puis le reste, bien ça, c'est de l'expérience qui peut durer des années, dépendant de sa nature spirituelle, dépendant de son niveau de croyance, dépendant de sa naïveté, et ainsi de suite, puis dépendant de la nature de sa lumière. Il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres, il y a des êtres sur la Terre qui ont plus de lumière que d'autres, il y a des êtres qui ont des lumières plus puissantes que d'autres, et c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais où il y a un problème, et où il y aura un problème chez l'homme au cours de l'évolution, c'est lorsqu'il ne sera pas capable de traiter avec la lumière des deux bords. Tant que l'homme sera forcé de vivre sa pensée avec d'un bord, il y aura une pensée réfléchie, donc il ne pourra pas entrer dans les mystères de sa conscience. Quand l'homme commencera à s'habituer à une pensée qui va des deux bords, donc à un dialogue au lieu d'un monologue, ce qui n'est pas facile pour un ego qui est habitué à ça depuis des siècles, l'homme pourra commencer à comprendre et à saisir qu'il a accès à beaucoup d'informations, puis le reste, c'est de l'expérience, parce que ces corps subtils devront s'habituer graduellement à s'auto-corriger. Le problème avec la pensée de l'évolution, c'est qu'on n'est pas capable de s'auto-corriger. Quelqu'un t'enseigne quelque chose dans l'évolution, t'es pogné avec ça. T'es toujours pris avec une idéologie. Alors que dans l'évolution, lorsque l'homme aura une pensée qui sera double, autrement dit qu'il y aura deux rayons, l'homme aura une pensée qui pourra s'auto-corriger. Il faut qu'on puisse s'auto-corriger. On n'a jamais pu s'auto-corriger pendant l'évolution. Fait que dans l'évolution, si l'Église nous disait telle affaire, on restait avec ça pendant des années de temps, des siècles de temps. Si les philosophes nous disaient telle chose, on restait avec ça pendant des siècles de temps. Si les politiciens, les idéologues nous disaient telle chose, on restait prégnés avec ça pendant des siècles de temps. On n'avait pas la capacité de s'auto-corriger. Les quelques personnes qui ont réussi à s'auto-corriger sont devenues de grands esprits. Bon, on a eu des exemples. On a eu Galilée, on a eu Victor Hugo, on a eu les hommes qui ont jeté ou apporté une certaine lumière à l'humanité. Eux autres avaient une certaine capacité de s'auto-corriger, mais c'était pas suffisant pour comprendre les mystères. Mais ce sont ces hommes-là qui ont permis une évolution. L'évolution de notre civilisation. Parce qu'ils ont été capables de s'auto-corriger. Alors que les systèmes, les pouvoirs en place voulaient les garder, les empêcher de s'auto-corriger. Ces êtres-là ont été suffisamment forts, intelligents et volontaires pour briser la puissance qui voulait les retenir. Si on n'avait pas eu ces hommes-là, on serait encore au Moyen-Âge. Si on n'avait pas eu de Voltaire, si on n'avait pas eu de Victor Hugo, si on n'avait pas eu de Galilée, puis d'Archimède, on serait au Moyen-Âge. Alors, l'homme de l'évolution aura la capacité de s'auto-corriger à un très haut niveau. Jusqu'où? Moi, je peux simplement vous donner un petit exemple de ce que moi, je peux faire au niveau mental. Mais il y a certainement des hommes qui viendront après moi qui seront capables de faire encore plus au niveau mental parce que le mental de l'homme deviendra de plus en plus vibrant, de plus en plus électrique, de plus en plus systémique. La conscience vibratoire deviendra de plus en plus présente, la conscience morontielle de plus en plus développée, et effectivement, le contact entre l'homme, sur le plan matériel et d'autres dimensions, ça fera partie de l'expérience de tous les jours, alors qu'aujourd'hui, ça fait simplement partie de nos rêves, qui sont encore des états de conscience en vapeur. Oui. Quand je dis que l'homme a peur de savoir, ça veut dire, c'est pas qu'il a peur de savoir psychologiquement. Ça veut dire qu'il est incapable, sur le plan psychologique de son moi, de se dédoubler instantanément pour faire face à une contre-vérité. Pour rentrer dans les mystères, il faut faire face à une contre-vérité. Une contre-vérité, c'est une façon absolue de détruire la vérité à laquelle tu professes. C'est là que l'homme n'est pas prêt. C'est là que l'homme a peur. Il n'est pas prêt à faire face à une contre-vérité parce qu'il est obligé de soutenir son ancienne vérité afin de maintenir stable la condition psychologique de son moi. Pour faire face à une contre-vérité, faut être frappé par le rayon de la création dans le front, c'est-à-dire dans le pinéal, c'est-à-dire sur le plan mental, frapper suffisamment durement pour remettre en question même la vérité du contact. Je suis sûr qu'au cours de l'évolution, les hommes seront
quelque part dans leur expérience, forcés à cause de la puissance du rayon de la création, de vivre le besoin à un certain moment de leur vie, de nier la validité du contact qu'ils auront. Et à partir du moment où l'homme se doit de nier la validité de son contact télépathique avec les plans universels, c'est une mesure à ce moment-là du statut universel qu'il a, du plan où il peut aller et de sa capacité de révéler à l'humanité les archives. Donc, c'est la manifestation de son impuissance. Si vous me demandez jusqu'où un homme peut aller dans l'étude des mystères, la révélation des mystères, je dirais qu'il peut aller aussi loin que le point où il va être frappé par le rayon de la création qui va ultimement créer en lui le doute absolu de la valeur de sa télépathie. Est-ce que tu comprends-tu, là? Pour vous donner un autre exemple, un être humain qui est confronté absolument par une quantité d'intelligence absolue est forcé absolument de renier sa petitesse. S'il n'est pas capable de renier sa petitesse, donc se conformer, s'allier, s'unifier à cet absolu-là, il a découvert son plafond. Avoir un plafond, c'est être incapable d'aller plus loin que sa crainte fondamentale. Avoir un plafond, c'est ne pas être capable d'aller plus loin que sa crainte absolue, qui est la crainte fondamentale. Être libre, absolument, c'est la capacité de pouvoir vibrer le mouvement absolu qui va contre la mémoire de ta race en tant qu'individu et être capable de ne pas souffrir l'ultime souffrance qui est la folie. Qui est l'ultime doute. La folie, c'est l'ultime doute de soi. Donc, un homme qui est frappé par le rayon de la création et qui n'est pas assujetti à l'expérience du doute ultime est un être libre. Il est capable de pénétrer dans les mystères, pénétrer dans les archives, révéler à l'humanité les mystères, dépendant du niveau de travail qu'il a à faire ou qu'il veut faire et du temps qu'il a pour le faire. Et finalement instituer sur une planète en évolution des nouvelles coordonnées pour l'extinction de la mémoire de la race et l'explosion dans les cosmos parallèles, comme sur le plan matériel, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle conscience. Bye. Je voulais vous demander, est-ce que ça fait votre affaire, ces genres de conférences-là?